Musica qui se tiendra du 25 au 30 août 2015. Je m'en vais le rejoindre. Cody, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va. On se la joue, vous? Non, on peut pas. Ça va être trop compliqué, on va pas faire semblant. Non, je vais pas être crédible. Non. Moi non plus, on se connaît depuis 20 ans, au moins. Donc on va pas passer par le vouvoiement, c'est le tutoiement. On va s'en excuser auprès des spectateurs. Ce n'est pas un manque de respect, c'est vraiment on se connaît. Ouais. On se connaît trop bien. Trop bien. Alors Cody, j'ai dit en préambule que tu avais joué ton spectacle en avril à Kinshasa. C'était la première fois que tu jouais ton spectacle ici? Non, c'était pas du tout la première fois. J'étais venu à la première édition du festival Toseka. Là, j'avais déjà eu un super accueil du public. Et là, voilà, j'ai un peu plus d'expérience aujourd'hui et disons que j'ai pu jouer mon spectacle au Sultani le 4 avril dernier. C'était super, un public chaleureux, assez mélangé. La scène comique congolaise, ouais. Les jeunes qui montent, qui poussent, quel est ton regard? C'est quoi Alors, pas de langue de bois, extrêmement talentueux, vraiment. D'originalité dans les idées, etc. Maintenant, ce que je regrette parfois, pas toujours parfois, c'est que il y a un humoriste ivoirien, Michel Gou, pour ne pas le citer, qui m'avait dit: vous avez tellement de talent, mais c'est dommage que vous jouez souvent en lingala, parce que vous pourriez tellement montrer à tant de gens à travers le monde, il y a tellement de pays francophones, votre talent. C'est dommage de se restreindre uniquement à vos compatriotes, quoi, de ne pas faire profiter les autres de votre talent. Donc moi, l'idée de cet atelier était de travailler sur du matériel humoristique exportable. Mugabe, ouais. Stratosphérique. Un personnage magnifique, avec tout le respect que j'ai pour l'être humain. Pourquoi la moustache comme ça? C'est-à-dire, pourquoi la moustache? Tu sais, à Paris, les tickets de métro sont exactement comme sa moustache. Je veux dire, qui a inventé cette mode de deux petites barres comme ça? Moi, j'ai une idée. Un personnage historique qui parlait très fort, en allemand. Oui, voilà. Ce qui veut dire bon appétit en allemand. Non, mais attends, sérieux. Je suis quand même pas inspiré de lui pour avoir cette moustache-là. Jean Goubal, c'est un immense plaisir pour moi de te recevoir. Je te l'ai déjà dit, le fait que tu sois le premier invité de cette émission tombe sous le sens. Ça va dans la droite ligne de ce que j'ai envie de produire. Et je crois que dans le paysage musical congolais, tu es celui qui correspondait le mieux à la première. Merci. J'aimerais que tu nous dises d'abord où est-ce que tu es né et dans quel contexte? Je suis né à Mbujimaï et à l'hôpital Bonzola, à Mbujimaï, voilà. Dans le contexte, c'était que les parents habitaient Lubumbashi. Cette année-là, ils ont fui Lubumbashi via Mbujimaï pour venir à Kin. On venait de chasser encore les Balou Balaba, Lubumbashi, c'est des trucs qui arrivent. Tu es auteur, compositeur, tu es guitariste, tu es un peu tout ça à la fois? Je suis tout ça à la fois. Je suis un apprenti, un éternel apprenti. Je vais chez quelqu'un, j'essaie d'étudier ce qu'il a, ce que j'ai pas. Et puis c'est comme ça que je continue à apprendre ma musique. Voilà. De 98 à 2005, tu commences à réfléchir. Ouais, là je joue seul. Je fais les festivals, l'autre musique, etc., etc. Et puis je vais à Massa et je rencontre un producteur, M. Lokela, que je salue. Et puis voilà, c'est lui qui sort mon premier album. En 2005. Bombe anatomique, ouais. Bombe anatomique. Bombe anatomique, c'est une sorte, allez, on va pas dire révolution, mais c'est une sorte de tournant dans la musique congolaise parce que moi, en tout cas personnellement, je suis pas un grand spécialiste ni un grand mélomane. J'aime beaucoup la musique sentimentalement. Je découvre une manière que je ne voyais pas, c'est-à-dire les mots tels que tu les dis, avec leur sonorité, avec les syllabes que tu prononces, sonnent comme un instrument eux-mêmes. C'est voulu?
C'est ça le rôle des mots, en fait. Il faut qu'il y ait du rythme dans le texte, déjà. Finalement, notre musique, c'est devenu une chanson parce que les artistes n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire, les artistes ne se vendent pas en tant qu'entité, en tant qu'individu particulier. Non. Les artistes se vendent en tant que commerçants de « Oh, les autres, comme bien, Nicolo ». Non, mais c'est pas ça un artiste. Un artiste, c'est une âme, c'est un esprit, c'est un individu, c'est une particularité, c'est une manière d'être. Moi, j'amène ma rébellion, quoi. Je viens avec moi. C'est pour cela que je sonne. Du coup, je sonne particulier. Et les gens qui m'adoptent, les gens qui aiment les mots, il y a des gens qu'on ne nourrit pas dans ce pays, les gens qui aiment la beauté des mots. Tout le monde devient un talak ou tout le monde. Non. Non, moi je ne suis pas ça, je suis moi, je suis Jean. Partout en Europe, aujourd'hui, la fessée est interdite, voire même pénalisée. C'est-à-dire que si tu décides de punir ton enfant ou de délimiter le champ des possibles avec une tape dans sa fesse, tu peux payer une amende salée. Et si tu persistes, on peut t'envoyer en tôle. Ça, c'est la tête qu'aurait tirée ma grand-mère si elle avait vécu assez longtemps pour voir ça. Elle qui adorait donner des torgnoles à tout le monde, qui le faisait avec la masseria de la Calas chantant l'Ave Maria. Ma grand-mère, c'était la star mondiale de la baffe. Jeune, vieux, tout le monde y passait. C'était un festival ambulant de mbata, stylé et bien travaillé. Mais quelle est cette société où toute forme de violence, même maîtrisée, est proscrite? Peut-on pousser l'hypocrisie jusqu'à essayer de faire croire que physiquement, on n'obtient rien? Un exemple. Les interventions militaires à terme se feront plus au corps à corps. Les soldats seront devant leur joystick, d'où ils commanderont des avions et des drones sans pilote. Le résultat sera le même. Trouer des ventres, faire exploser des têtes, faire gicler du sang sur les murs. Par contre, le responsable de l'acte sera dans sa cabine aseptisée, protégé des éclaboussures et de l'hémoglobine qui splash. On a le droit d'être inquiet d'une société où on délèguera la violence à la machine. L'humain, derrière, ne verra plus jamais les conséquences de ses actes. On veut protéger les enfants et les hommes de la violence, mais le monde reste violent et toutes les formes d'horreur sont cachées, édulcorées. Et pour en revenir à la fessée, elle symbolise la représentation physique des limites à ne pas franchir pour un enfant en construction. En Afrique, on dit « Vive la fessée ». Cher Jean, on est de retour avec toi. Une petite réaction par rapport à ce que tu viens de voir. Moi, je suis pour la fessée. De toutes les façons, moi, je crois que la fessée, elle est divine. Hein, parce que Dieu, tout en étant amour, comme il est amour, il y a de l'espace pour la correction. Moi, je crois qu'il faut de temps en temps taper. Parce que quand un parent tape, c'est pas parce qu'il est son enfant, mais c'est parce qu'il veut que son enfant aille de l'avant. Moi, j'ai vécu dans une famille là à Bruxelles, j'ai vu une petite faire du n'importe quoi, mais je l'ai simplement engueulé. Je lui ai dit, yo penaso za une Afrique ni mbata na peso et kangili toiti koto. Et après, quand je suis rentré à Kin, sa maman m'a appelé pour dire que depuis ce jour-là, la petite a changé. Kikou, Can We Dance, c'est ton nouveau single qui sort. C'est un single en anglais. Can we dance on the Monday, on the Tuesday, can we dance on the Wednesday? Je chante pas mal, hein? Correct. Tu as du talent. C'est vrai? Oui, beaucoup. Attention, hein, je peux te piquer ta place. Non, on va faire un featuring. Donc Can We Dance, ce qui est une chanson, je te le dis très honnêtement, très entraînante. C'est un rythme qui te reste dans la tête parce que depuis une semaine que je l'ai entendu, ça trotte. À part ce single, je suppose qu'il y a un album en préparation. Oui, il y a un album. Je compte, espérant le terminer vers septembre, octobre. Vous pouvez vous attendre à 15 titres original, écrit et composé par nous. Auteur, compositeur, interprète, tu fais tout. Je fais tout. C'est parce que tu n'aimes pas déléguer ou Non, c'est juste ma responsabilité, j'ai un talent et voilà. Kikou, pendant ces 10 ans, tu t'exprimes essentiellement dans la musique gospel, la musique religieuse, et depuis 1 an ou 2, tu te réorientes vers une musique qui est une musique plus
traditionnelle, mondaine, comme on dit ici à Kinshasa. Alors, évidemment, ici à Kin, les gens souvent vont te regarder et se dire « Ah, mais est-ce qu'à Pengui ?» Na Pengwité. La raison pour laquelle je me suis réorienté, c'est simplement une question de business. Il faut comprendre que beaucoup d'entre nous qui chantons dans les églises, nous désirons aussi avoir une carrière dans la musique, mais nous ne comprenons pas que la carrière de musique, c'est un business. Donc, les personnes qui dirigent le monde de la musique, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des hommes d'affaires. Donc, c'est un chiffre d'affaires qu'il faut pouvoir produire pour qu'on puisse rester en business. Et c'est purement pour cette raison-là. Mais certains te diront, évidemment, c'est purement pour cette raison-là, la production demande qu'on se réoriente, etc. Mais il y en a qui te diront, mais Ozo Sambela, Ozo a besoin de mon ota, tu pries. Souvent, les gens partent du principe, et c'est d'ailleurs une tendance que moi, je partage un peu plus. Quand tu te suffis de la spiritualité, peut-être que tu n'as plus besoin d'argent. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir manger? Le pain coûte quelque chose, la viande, ça coûte quelque chose. Prier, c'est bon, mais sans des efforts dans notre foi, on ne peut pas produire quelque chose, même la Bible le dit. Je vais me faire l'avocat du diable, comme d'habitude. Mais certains te diront encore une fois et te répondront, mais tu étais employé à l'église, tu gagnais ta vie. D'ailleurs, tu t'es constitué un studio d'enregistrement assez fiable chez toi. Donc c'est avec l'argent que tu gagnais pendant que tu officiais à l'église. Bien sûr. Donc tu savais manger. Mais pour devenir professionnel, ça coûte encore plus cher. Les équipements qu'on utilise, ça coûte très cher. La production coûte très cher. Si on veut effectivement représenter notre Dieu d'excellence, l'excellence va nous coûter très cher. Et c'est un prix à payer. Et ce n'est pas suffisant, en étant employé à l'église, avec le salaire que j'avais, qu'on puisse atteindre les 4 coins du monde. Comme Dieu nous a dit, il faut atteindre toute la terre. C'est impossible. Il faut de l'argent. La Bible dit bien que l'argent, c'est la réponse. Et puis, après t'avoir bien chauffé, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas deux notions qui se cognent ou qui s'affrontent. On peut tout à fait faire de la musique, entre guillemets, profane, qui passe dans tous les lieux, et avoir un discours éminemment spirituel dans ses textes et dans la beauté que l'on offre aux gens. Donc évidemment, je t'ai posé des questions un peu provocatrices, et moi je pense que c'est tout à fait possible d'allier les deux, avoir une série de chansons qui peuvent être plus spirituelles, et puis souvent quand on chante, c'est l'amour, c'est la fraternité. Donc Dieu est amour, et Dieu est amour. Mais vous allez trouver que, par exemple, la musique chrétienne, c'est une discipline en elle-même. C'est une musique qui a comme objectif Dieu, qui chante vers ses personnes, ses fidèles, ou bien nous, les fidèles, qui chantons à Dieu. Mais vous n'allez pas voir dans la musique gospel une chanson qui peut honorer les mamans, soit qui peut honorer les parents. Et ça, c'est une musique, disons, profane, qui pourrait jouer ou atteindre ce but-là. La musique chrétienne ne peut pas le faire, parce que son but, c'est Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin des personnes comme nous, qui pourront honorer nos parents avec une chanson, ou pouvoir honorer notre pays, écrire ou composer une chanson qui peut honorer le pays. Les travaux que nos parents ont faits, c'est dans ce sens-là. Noëlla, avant de lancer la rubrique reportage, j'aimerais que tu essaies de faire court, parce que c'est un sujet brûlant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Digital ? Rien du tout. C'est comme une femme avec qui on a passé trop de temps. Lorsqu'on l'aime plus, on l'aime plus, c'est tout. C'est qui la femme? C'est toi ou c'est Digital? C'est Digital, voyons. Je serai un mec, je serai un macho. Non, mais Digital, c'est quand même 6 ans et demi de ma vie professionnelle. J'avais besoin de changement, d'évolution. Et Cité des Stars, c'était bien au départ parce qu'il fallait imposer un style. Je n'ai pas accepté de travailler à Digital par amour, non. J'ai accepté de travailler par challenge parce que Digital m'a contacté pour le job. J'étais heureuse. Mais le jour où je suis allée, l'accueil n'était pas terrible. J'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus de ma vie, mais qui étaient inutilement méchants avec moi. Alors, comme je suis une vraie bagarreuse, j'ai accepté le job pour leur montrer qu'on ne s'en prenait pas aux gens qu'on ne connaissait pas parce qu'en fait, on n'en connaît pas la force. J'ai quand même une question à te poser, Noëlla. Tu es schizophrène? J'adore. Tu switches?
faut venir dans mon monde. Il faut venir dans mon monde. Non, mais écoute, comme tout le monde, j'ai un poste de télé chez moi. Logiquement, j'ai une télévision, j'ai une radio, j'écoute les autres. Donc voilà. Il est clair que dans la catégorie... elle y arrive, elle y arrive. Je vais t'aider là. Dans la catégorie émission musicale au féminin, c'est clair que si on cite 3 présentatrices, je ne serai pas la 3e. Je ferai partie de 2 premières, c'est clair. Donc voilà, c'est ma place, je l'ai méritée. Je me suis battue parce que j'ai apporté un style et personne ne va me le reprocher parce que tout le monde m'avait découragée au départ. J'ai assumé mon choix, je suis allée jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, c'est toute une école de Noëlla qui est née dans tous les sens. J'ai lu d'ailleurs, il y a pas longtemps, une interview de Las où on lui disait quelle était sa meilleure prise, le transfert qu'il avait réussi et qu'il avait le plus satisfait. Et à ma grande surprise à moitié, il a dit que c'était toi, c'était Eugène Kabongo. Pour lui, à l'époque, il avait l'impression d'avoir engagé le joueur dont il rêvait. Il a dit que c'était le transfert qui avait laissé le meilleur souvenir, la plus belle réussite. Ah oui, exact, parce que non seulement que la mission a été accomplie, mais je crois que j'étais bien dans mon assiette à Lyon, et puis mes enfants aussi sont nés à Lyon. C'est pour dire que je suis resté très attaché à cette ville. Et voilà, donc j'ai de relations particulières avec Jean-Michel Aulas. Tu joues combien de saisons à Lyon? 3 ans à Lyon, et puis 3 ans après, j'étais parti à Bastia terminer ma carrière. Voilà. Sur l'île de Beauté, une belle fin de carrière, hein. C'est un beau spot, la Corse. Très beau parce qu'il y a la mer d'un côté, montagne et puis le soleil. C'est beau comme région. Voilà. Tu arrêtes ta carrière dans de beaux paysages, mais sur un fameux choc quand même, non? Oui. Sur un fameux choc. Une fracture. Fracture du sinus et enfoncement du paroi droit. Voilà. C'est qu'il y avait nécessité une intervention chirurgicale. Voilà. Si tu pouvais garder un nom d'un footballeur en activité, quel est le footballeur qui t'enchante, celui qui te fait regarder les matchs à chaque fois? Bon, y a pas beaucoup de suspense en ce moment parce qu'il y en a 2 qui sont stratosphériques, Ronaldo et Messi. C'est souvent les mêmes. Mais bon, si tu veux, tu peux en choisir un autre. Mais si tu devais en garder un, ce serait lequel? Ronaldo. Ronaldo. Pas Messi? Ce n'est pas mon style de jeu. Alors, je préfère Ronaldo. C'est intéressant que tu m'expliques pourquoi Ronaldo et pas Messi. Pourquoi? Parce que pour moi, Ronaldo, c'est un joueur complet. Il participe sur le plan offensif, défensif, ce qui n'est pas le cas avec Messi. Messi joue quand il a la balle au pied. Mais sur le plan défensif, il ne défend pas. Voilà pourquoi mon choix tomberait sur Ronaldo. Et toi, tu défendais beaucoup, Eugène? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça, le collectif, tu perds le ballon, tout de suite, tu dois te remettre en place et défendre. Ce qui n'est pas le cas pour Messi. Messi perd le ballon, il marche, c'est le patron. Moi, je préfère Ronaldo, qui attaque, qui défend, qui revient dans son rectangle pour défendre. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Du sport. Je n'ai pas, malgré les qualités footballistiques de Messi, mais sur le critère, j'apprécie Ronaldo. Malheureusement, nous avons au Congo, je pense, un problème d'engagement de la part de ce gouvernement à combattre réellement ces antivaleurs qui sont la corruption. Mais c'est vrai que bon. Mais ce socle fissuré ne date pas du 17 mai 97 ou 97. Ah non, mais on ne peut pas se justifier par rapport aux bêtises des autres pour dire que bon, les autres l'ont laissé. On a vu des pays au monde où il y a eu la corruption, où quand les gens sont arrivés, on a imprimé une nouvelle gouvernance et les gens se sont alignés. Donc je crois que l'exemple vient de nous-mêmes d'abord, nous la classe dirigeante. Vous ne pouvez pas demander au petit policier qui se tape, qui demande un petit bac chiche sur la route, vous ne pouvez pas trop lui demander quand d'abord il n'est pas bien payé.
Un policier, c'est quand même un salaire de misère qu'on paye quand même ces gens armés, ces gens qui nous gardent. Je voudrais me faire le porte-parole de ce que j'entends beaucoup. Les textes sont clairs. On nous dit qu'on est régi par des textes clairs, il y a une constitution, etc. On nous encourage à en prendre connaissance. Mais la question pour moi, c'est de savoir, est-ce que vous êtes convaincu par la démarche du chef de l'État, ou est-ce que vos réserves sont dues à des choses que l'on vous dit? D'abord, je dois vous dire que nous n'avons pas attendu le chef de l'État pour parler du dialogue. Et d'ailleurs, nous lui avons dit ça aussi. Donc le dialogue au Mouvement pour le Renouveau, nous en parlons depuis longtemps. Maintenant que lui accepte de parler du dialogue, nous lui avons dit que le contexte était différent. Nous, on a beau aimer le dialogue, mais si ce dialogue ne bénéficie pas de l'adhésion de tous, c'est tout à fait contre-productif. À quoi bon aller parler à un petit groupe de gens en oubliant le reste de la population? Donc, tout politicien, quoi que tu fasses, tu ne peux pas négliger l'opinion non plus. On ne peut pas non plus donner un chèque en blanc à la majorité présidentielle. Vous avez dit que les textes sont là, mais est-ce qu'on a l'habitude de respecter les textes dans ce pays? Je dois d'abord expliquer que je ne me suis pas rendu compte que j'avais été indirectement influencé. Parce que jusqu'à l'âge de 10 ans, je dessinais, mais je ne voyais pas qu'il y avait une influence paternelle ou d'oncle à côté. Et c'est à l'âge de 10 ans, 12 ans, que j'ai vraiment dit, moi c'est les beaux-arts ou rien. Et d'ailleurs, je me suis mis en conflit avec mon père, parce qu'il ne voulait pas que son fils soit artiste peintre. Et ça a été la grande bagarre. Je me suis imposé, c'était ça ou rien. Ça a été une bagarre longue, je suppose que c'est... Oui, oui, d'ailleurs j'ai quitté la maison familiale à cause de ça. Parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Ils ne voulaient pas que je fasse les beaux-arts, ils ne voulaient pas m'inscrire aux beaux-arts. Et j'ai raté le premier jour de classe, parce que moi c'était les beaux-arts ou rien. Vous découvrez la France et parallèlement à vos activités et vos études d'architecture, vous commencez à peindre, à exposer, vous venez de nous le raconter. Qu'est-ce que, aujourd'hui, après quelques décennies en France, qu'est-ce qu'il y a de français chez vous? De français chez moi? Ouais. C'est une colle, ça. Oui, bah, on est le plus grand pays francophone, on parle de la France, alors on en profite pour voir exactement quels sont les... Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'il y a de plus français. J'ai toujours gardé le côté congolais. Je n'ai pas changé de nationalité, comme d'autres. Je n'ai pas changé, pourquoi? Parce que en tant que Congolais, on parlait davantage de moi que si j'avais été français. Ce qu'il y a de français en moi, je dirais plutôt que ce que j'ai gagné là-bas, c'est ce côté où il faut respecter le temps. Je n'avais pas de temps à perdre, c'est-à-dire passer mon temps à regarder la télé, c'est une corvée. J'ai l'impression que je perds mon temps. Je ne dis pas ça pour la télé dans laquelle je vais passer, mais je n'avais plus de temps à perdre, c'est-à-dire c'était travail, 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 travail. Votre peinture, elle vous emmenait où dans le monde? Où est-ce que vous avez exposé? Je suppose que vous n'êtes pas loin d'avoir fait le tour du monde. Partout. Disons sur tous les continents. Ah tiens, sauf l'Amérique latine. Pourtant, dont je suis originaire, donc j'ai pas été. Vous êtes congolais, vous habitez en France. Si dans toutes ces pérégrinations vous emmène votre peinture, vous aviez un endroit, un souvenir, un ou deux, des endroits qui vous ont profondément marqué? La Namibie. La Namibie. Ouais, mais c'était pas pour une exposition. J'ai retrouvé en Namibie l'Europe et l'Afrique réunies, sans les inconvénients. Donc, c'est pas pour vanter la Namibie, mais j'ai vécu ça pendant 3 mois. J'ai retrouvé l'Europe et l'Afrique sans les inconvénients. on est des profanes au niveau du marché de l'art, savoir comment ça se passe. Bon, c'est peut-être un peu trivial de demander ça, mais combien ça vaut un tableau de Claudie Kahn? Un tableau de Claudie Kahn aujourd'hui, bon, il y a une cotation qui est là-dessus. Je ne décide plus du prix parce que la cotation se renouvelle tous les ans pratiquement, en fonction des ventes que tu fais. Et il faut compter avec un départ de 3 500 $. On peut déjà avoir quelque chose. Tout dépend si c'est de la peinture à huile, si c'est du pastel. Et puis jusqu'à X, il n'y a pas de limite. Donc c'est minimum 3 500 $. Ouais, vraiment le strict minimum. Sinon, je ne peux pas aller en dessous.
D'ailleurs, vous pouvez le voir sur Google. Là, je fais un calcul rapide dans ma tête. Vous en vendez combien par an, plus ou moins? J'essaie de voir si vous êtes riche ou pas. Vous travaillez aux impôts, c'est ça? Donc, on va à minimum 3 500 $ et puis ça monte. Mais ça monte en fonction de la demande par rapport à... Non, dans les systèmes de cotation, ils démarrent, donc les experts établissent les prix en fonction des dimensions et de la qualité du travail. Donc je sais que quand vous regardez ma cotation, ils te disent un tableau de 70 par 80, de 1 mètre par 1 mètre 20, ça vaut ça, ça vaut aussi. Maintenant, j'ai quand même la liberté, quand je suis très content de mon œuvre, quand je suis ravi, le prix peut doubler. Donc je ne reste pas obtus sur une cotation parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, c'est moi qui décide. C'est-à-dire, j'adore mon tableau, j'ai plus envie de le vendre. Projet, vous êtes revenu au Congo après quelques années d'absence. Qu'est-ce que vous êtes venu y faire? Quels sont les projets que vous avez pour ici? En fait, j'étais revenu à Kinshasa juste pour faire une exposition, mais qui n'était même pas une exposition vente, parce que je venais de faire une exposition à Brazzaville, où tous les tableaux étaient vendus. Donc j'ai dit, avant de remonter avec mes tableaux, autant les présenter au public quinois et d'encourager toute cette jeunesse qui essaie de peindre. Et en même temps, l'expo a été reporté parce que c'était une question de temps aussi, d'organisation. Il fallait 1 mois préparer les lieux. Et finalement, j'ai retrouvé des toiles que j'avais laissées ici, il y a plus de 4-5 ans. Et donc j'ai décidé de remonter un atelier et de travailler et sur Kinshasa et sur la France. Donc j'ai 2 ateliers maintenant, je ferai la navette entre les deux. C'est la vie rêvée en fait. La navette entre son pays d'origine et son pays d'adoption. Oui, tout à fait. Cher Claudie Kahn, infiniment merci d'avoir accepté de venir passer cette demi-heure avec nous. Infiniment merci parce que ça a été un plaisir, je crois que ça s'est vu pendant l'échange pour les téléspectateurs, mais aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on va avoir la possibilité de recevoir un grand artiste peintre. Ici, c'est les hommes politiques, les musiciens, parfois les cinéastes. Les politiciens sont aussi des artistes quelque part. Mais des artistes, quel est l'art exactement auquel vous faites allusion? Je vois ce que tu veux me faire dire, mais je ne le dirai pas. Donc, infiniment merci. Ça a été, j'espère, une occasion pour nos spectateurs de pouvoir découvrir un art qui est un art moins diffusé que la musique ou autre. Et j'espère vraiment qu'on a apporté un petit plus à la culture de tout un chacun. Claudie Kahn, merci. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. J'ai trouvé extraordinaire. Je ne m'attendais pas à autant de professionnalisme. Je pensais que c'était un peu plus amateur ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis très content. Des vrais pros. Et j'ai vu le timing, tout a été respecté. Des vrais pros. Dans sa 3e édition, vous invite à ces 5 soirées de fou rire, avec des artistes de renommée internationale venus du monde francophone. Du Rwanda, Hervé Kimeni, Michael Shengazi, Tchad, Samandare, Congo, Fortuné Bateza, France, Yann Ostig, Donel Jacksman, Burkina Faso, Son Excellence Girard, Cameroun, Valérie Ndongo, Gabon, Omar Defunzu, Côte d'Ivoire, Michel Gou, Abbas, Adama Daïko, Choukenpat, Amélie, Descoteil, Clémentine, Agalawa, le magnifique du Maroc, Wallace, de la RDC, Jean Goubal, Dauphin Boulamatadi, neveu national, et la team Toseka, dans Kodikim, César Mansuki, Ancia Kukirukila, Abel Bowala, Papi Mouissa, Yekima Costa, Emmanuel Tara, Félix Kisabaka, Kinshasa, Mboten, Sangonini, Rachid Badouri en direct de sa chambre d'hôtel. Alors j'y serai et j'espère vous voir en grand nombre. Alors